Tes pieds abritent environ 7000 terminaisons nerveuses. Ils doivent être terriblement sensibles pour te permettre de rester en équilibre et ne pas tomber à la renverse. Tous ces nerfs envoient constamment des informations à ton cerveau. Celui-ci utilise plus d'énergie pour les traiter que les données de l'ensemble de ton torse. Ainsi, lorsque quelque chose se produit pour tes pieds, comme une pression supplémentaire, un changement de température ou le fait de marcher sur un objet pointu comme des Lego, cela te fait vraiment très mal. Les briques Lego sont fabriquées à partir de 3 composants en plastique polymère. Cela les rend super résistants et solides. Il faudrait un gros cheval ou un piano pour comprimer un Lego. Lorsque tu marches dessus, avec tout ton poids concentré en un seul point sur une surface solide, toute sa super force se retourne contre toi. Elle pénètre directement dans l'énorme paquet de nerfs, ce qui aggrave encore plus la situation. Les choses sont légèrement plus agréables sur un tapis moelleux, mais cela n'annule pas pour autant le problème. Lego s'est senti si coupable de cette douleur qu'il a même créé des pantoufles anti-Lego. Les pantoufles avec un dos ouvert s'adaptent aux pieds droit et gauche. Les semelles sont tellement rembourrées que tu pourrais marcher sur une énorme brique sans rien sentir. Ces pantoufles étaient une édition limitée de 1500 unités. La société a choisi des fans au hasard pour leur faire cadeau de ces pantoufles. Quand tu te cognes l'orteil, cela fait très mal parce que tu exposes sa petite surface à la force d'un coup de poing de karaté. Il est rempli de terminaisons nerveuses qui ne sont pas protégées par un gros rembourrage. Le signal de douleur est envoyé instantanément au cerveau. Bien avant l'invention des antibiotiques, ce genre de douleur fulgurante permettait de sauver des gens. Ils faisaient plus attention où ils mettaient les pieds pour éviter toute cette douleur. Cela leur évitait bien des ennuis. Les chercheurs ne savent toujours pas exactement pourquoi certaines personnes sont plus chatouilleuses que d'autres. Certains pensent que cela pourrait être génétique ou lié à la sensibilité de la peau. C'est normalement aux endroits les plus vulnérables, comme l'abdomen ou la gorge, que l'on est le plus chatouilleux. Il pourrait s'agir d'un réflexe naturel pour repousser les intrus. La plupart des gens deviennent moins chatouilleux en vieillissant, et lorsqu'ils sont tristes ou en colère. Si tu vois quelqu'un bâiller, tu lui réponds en bâillant, pour les mêmes raisons que tu imites les mots et les gestes des autres. C'est un réflexe primitif irrépressible des personnes et de certains animaux, comme les chimpanzés et les chiens. Des recherches ont montré que la contagion des bâillements est également un signe d'empathie et d'attachement. Plus tu essaies de t'empêcher de bâiller, plus tu auras envie de bâiller. Tu te sens bien après avoir éternué parce que cela libère une grande partie des tensions de ton corps. Lorsque tu éternues, ton corps libère de l'endorphine, une substance chimique qui te procure une sensation de bien-être. Beaucoup de choses comme s'épiler les sourcils, faire de l'exercice ou s'exposer au soleil peuvent te faire éternuer. Mais tu ne peux pas le faire en dormant, car tes nerfs d'éternuement dorment eux aussi. Éternuer est important pour ton corps, car cela permet de dégager le nez des bactéries et des substances irritantes et de maintenir l'équilibre du niveau de mucus. Parfois, un seul éternuement ne suffit pas à faire tout cela. Ou alors il serait trop puissant pour que tu puisses le supporter. C'est pourquoi tu éternues parfois plusieurs fois, l'une après l'autre, pour t'assurer que tout a bien fonctionné. Ta chair de poule est un héritage de tes ancêtres animaux. Leurs poils se dressent lorsqu'ils ont froid ou peur. Au fur et à mesure que les poils se dressent, ils deviennent plus épais et les tiennent au chaud ou les font paraître plus grands. Toi, tu as beaucoup moins de poils que les animaux, donc cette fonction ne te sert pas vraiment. Pourtant, tu as la chair de poule dans les mêmes situations qu'eux et lorsque tu as certaines émotions. Les minuscules muscles situés sous la peau se contractent, ce qui fait que les poils se dressent et que les zones autour d'eux les font ressortir. Tu te sens super fatigué après une longue exposition au soleil, car celui-ci te fait perdre de l'eau plus rapidement et ta température corporelle augmente. Ton corps et ton cœur doivent travailler davantage pour maintenir une température normale et acheminer tous les fluides vitaux vers tes organes. Rester au soleil fait également baisser le taux d'hormones du sommeil. Lorsque tu vas dans un endroit plus sombre, tout cela remonte. Si tu veux rester actif plus longtemps après une journée à la plage, garde les lumières allumées à l'intérieur. Les câlins, les accolades et les poignées de main te rendent plus heureux, car ils libèrent les hormones du bien-être. Ils améliorent ton humeur, réduisent le stress et renforcent ton système immunitaire. Le simple fait de voir des images d'autres personnes qui se font des câlins peut même te procurer cet effet. Ta peau se ride après 5 minutes dans l'eau grâce à l'évolution. Il y a très longtemps, tes ancêtres avaient besoin d'un moyen de s'agripper aussi bien dans des conditions sèches qu'humides. Leur peau s'est donc adaptée pour ressembler au système de drainage d'une petite rivière.
Les petits ruisseaux sur ta peau se joignent à de plus grands canaux qui se jettent dans une rivière centrale, évacuant ainsi l'eau de tes doigts et de tes orteils après un long contact avec l'eau. C'est ton instinct qui te fait étirer tes bras au-dessus de ta tête dès le matin pour réveiller tes muscles. Ils perdent du tonus pendant la nuit et du liquide se déplace le long de ton dos. Alors lorsque tu t'étires, le liquide retourne gentiment à sa place. Cela aide également ton cœur à retrouver son mode de fonctionnement normal, après une nuit de pompage à vitesse réduite. Les chats et les chiens le font aussi pour les mêmes raisons. Tu t'endors plus vite dans une pièce froide car elle signale à ton corps qu'il est temps de dormir. Il doit perdre un peu de chaleur lorsque tu te couches pour économiser l'énergie nécessaire au maintien de ta température pendant la nuit. L'air plus frais t'aide également à dormir toute la nuit sans te réveiller et stimule ton métabolisme. Il t'arrive parfois d'avoir la tête qui tourne lorsque tu te lèves après avoir été couché ou assis, en raison d'une chute soudaine de la pression sanguine. Cette chute perturbe les fonctions cérébrales pendant un bref instant. Elle peut provoquer des étoiles, des lumières clignotantes, des bandes de lumière, des étincelles ou des cercles multicolores. Tu peux aussi les voir après t'être frotté les yeux ou avoir éternué. Lorsque tu parles, tu entends à la fois le son qui vient de l'extérieur et celui qui est produit par tes propres cordes vocales. L'acoustique de ton crâne abaisse la voix et ajoute quelques notes graves. Lorsque tu entends ta voix dans un enregistrement, elle te semble plus aiguë et différente, car tu perds ces précieuses basses fréquences. C'est pourquoi la plupart des gens n'aiment pas le son de leur propre voix, elle ne ressemble en rien à ce que l'on s'imagine. Tu aimes rarement tes propres photos à cause du simple effet d'exposition. On dit que plus tu vois quelque chose, plus il te plaît. Quand tu te regardes dans le miroir, l'image est inversée. Tu n'es pas habitué à ton image réelle et c'est pourquoi tu ne l'aimes pas. Tu peux devenir de mauvais poils à cause de la faim, parce que ton taux de glucose chute. Ce glucose provient des glucides, des protéines et des graisses contenues dans ton alimentation. Après un certain temps, ton cerveau envoie un signal de SOS. Il ne peut pas fonctionner correctement sans glucose. Une raison supplémentaire à ta colère est que les mêmes gènes provoquent à la fois la faim et la colère. Ils doivent être en équilibre pour que tu te sentes rassasié et heureux. Ton nerf ulnaire est un nerf qui va de ton cou jusqu'à ta main. Il est bien protégé tout le long du trajet, sauf au niveau du coude. Il est uniquement recouvert de peau et de graisse à cet endroit. C'est pourquoi quand tu te tapes le coude, cela fait si mal. Le nerf est touché et la douleur se propage dans l'avant-bras et la main jusque dans les doigts. Ouille! La joie que l'on ressent à l'idée de faire éclater le papier bulle trouve aussi ses racines dans l'évolution humaine. Il y a très longtemps, les gens passaient le plus clair de leur temps à fuir les prédateurs. Aujourd'hui, ils passent surtout leur temps tranquillement assis. Une grande tension musculaire s'accumule parce que l'on ne bouge pratiquement pas. Faire éclater du papier bulle est l'une des façons de relâcher cette tension. Cela réduit le niveau de stress et libère des substances chimiques qui provoquent un sentiment de bien-être. Comme d'autres types de mouvements, cela augmente également la capacité d'attention et aide à mieux se souvenir de ce que l'on a appris. Ton oreille est particulièrement sensible aux sons aigus. Elle est construite de telle manière qu'il te semble encore plus fort. C'est pourquoi personne n'aime le bruit de la craie sur un tableau. Le malaise est encore plus grand quand tu sais que c'est le son de la craie. Si on te disait que c'est de la musique contemporaine, cela te paraîtrait plus supportable. C'est aussi une question d'habitude. Tes jambes et tes pieds s'engourdissent ou s'endorment après les avoir croisés. T'être agenouillé, t'être assis sur les talons, ou avoir mis un pantalon, des chaussettes ou des chaussures trop serrées. C'est normal, et cela se produit parce que tu exerces une pression trop forte sur les nerfs et que tu limites la circulation sanguine. Se lever et bouger les jambes est le remède le plus simple. Tu as souvent une voix rauque le matin quand tu n'as pas assez dormi. C'est parce que tes cordes vocales ne sont pas suffisamment reposées et sont légèrement gonflées. Cela se produit également lorsque tu dors dans une pièce où l'air est sec. Lorsque tu manges juste avant de te coucher, ton corps digère les aliments dans ton sommeil. L'acide gastrique peut arriver là où il ne devrait pas et perturber aussi les cordes vocales. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il fait sombre et ça sent mauvais. Tu ne portes rien d'autre qu'un pantalon et une chemise. Tu es allongé sur un sol en béton froid. Comment es-tu arrivé ici? Soudain, les lumières s'allument et tu vois une porte en acier devant toi et un écran. Celui-ci s'allume et un homme masqué te dit que tu as 1 heure pour t'échapper de 6 pièces successives et gagner ta récompense en cash. Tu te lèves et vas jusqu'à la porte pour l'ouvrir, mais elle est verrouillée. Soudain, des pointes sortent des murs et commencent à se rapprocher de toi. Tu n'as qu'1 minute pour sortir avant qu'elles ne te transpercent.
Tu regardes dans la pièce pour essayer de trouver une clé. L'homme masqué te donne un indice. La clé est en toi. Tu paniques, imaginant le pire. Tu vérifies tes poches, mais rien. Les pointes se rapprochent de plus en plus. Tu commences à tâter partout sur tes vêtements et tu sens un objet dur dans ta chemise au niveau de ta taille. Il y a une fermeture éclair cachée dans l'ourlet et la clé se trouve dans une minuscule poche. Les pointes ne sont qu'à quelques centimètres de toi. Alors, tu te précipites vers la porte et tu la déverrouilles. Tu la refermes derrière toi et tu te retrouves dans la pièce numéro 2. Tu vois un salon et une cuisine, mais tout est littéralement sans dessus-dessous. Tout est collé au sol, qui est le plafond pour toi. La sortie est juste à l'autre bout de la pièce, mais tu dois de nouveau trouver la clé. Tu regardes autour de toi et te mets sur la pointe des pieds, atteignant un tabouret collé au plafond, tirant dessus pour le détacher. Le tabouret cède avec un bruit sec et tu t'écrases au sol avec. À ce moment-là, des objets commencent à tomber du plafond tout seuls. Petits au début, des couverts, un panier de fruits, mais ensuite tu vois des objets plus grands commencer à trembler légèrement. Si cette armoire tombe sur toi, tu frissonnes et scrutes la pièce à la recherche d'indices. Tu attrapes le tabouret, cours dans le salon et te mets debout dessus pour atteindre l'espace entre les coussins du canapé qui s'y trouve. Rien. Soudain, le canapé grince et l'un de ses côtés se détache du plafond. Tu tombes de frayeur et entends un fracas venant de la cuisine. Le plan de travail vient de s'effondrer sur le sol. Tu regardes autour de toi et un cintre avec une veste attire ton attention. Tu cours vers elle juste à temps pour esquiver le canapé qui s'écrase sur le sol. Tu trouves la clé dans la poche intérieure de la veste. Tu traverses la pièce, ouvres la porte et la refermes derrière toi juste au moment où une grande armoire tombe sur le sol et se brise en morceaux. La pièce numéro 3 est chaude et humide. Tu es dans une jungle tropicale d'intérieur. Juste devant toi se trouve ton premier obstacle, des sables mouvants. Tu sautes aussi loin que possible pour couvrir un peu de terrain et atterris à quelques centimètres de l'autre bord. Tu es dans le sable jusqu'aux chevilles, mais tu es rapidement aspiré dedans jusqu'à la taille. Tu agites tes bras en panique et l'un d'eux touche une liane au-dessus de ta tête. Tu t'y accroches et te hisses en sécurité. Ouf, c'était moins une. Quand tu te relèves, tu vois que tu es au bord d'un canyon peu profond avec une rivière qui coule rapidement en dessous. Il y a 3 lianes qui pendent du plafond devant toi. Tu tires sur chacune d'elles, mais ce n'est pas suffisant pour vérifier si elles vont supporter ton poids. Tu trouves une pierre assez lourde et l'attaches à l'une des lianes. Tu la fais se balancer et crac, la liane se casse et la pierre éclabousse l'eau. Il n'y a plus de grosses pierres, alors tu dois faire ton choix. Tu fermes les yeux, tu te balances sur une autre liane et elle se casse aussi, t'envoyant directement dans la rivière. Le courant t'emmène vers ce qui ressemble à une chute d'eau. Tu regardes autour de toi en panique et tu remarques quelques racines qui dépassent de l'autre rive. Tu les attrapes dans un dernier effort et tu t'extrais de l'eau. En respirant fortement, tu lèves ta tête et vois la porte de la pièce suivante à quelques encablures. Tu t'y diriges sur tes jambes vacillantes. Elle s'ouvre automatiquement. La pièce numéro 4 est remplie de foin. Tu lis un panneau sur le mur qui dit « Trouver la clé est comme trouver une aiguille dans une botte de foin ». En regardant dans la pièce, tu entends une étincelle et tu comprends que le son provient d'une longue mèche qui vient d'être allumée. Son autre extrémité est enfouie dans une grande botte de foin. Une fois que la flamme aura atteint la pile, toute la pièce deviendra un four. Tu fouilles frénétiquement dans le foin. Tu es encore trempé et tu transpires abondamment, si bien que le foin colle à toi comme de la glu. En fouillant dans le foin, tu tombes sur quelque chose de gros et lourd, un détecteur de métaux. Tu l'attrapes et tu te mets à chercher. Quelques minutes passent avant que tu n'entendes le bip du détecteur. La mèche est à quelques centimètres de la botte de foin. Tu plonges ta main dedans et tu sens enfin la clé. Tu te précipites vers la porte juste au moment où la botte prend feu. Un puissant « whoosh » et la porte se referme derrière toi. Tu es en sécurité. La 5e pièce est plongée dans l'obscurité. Tu commences à marcher en tenant tes mains devant toi. Après une douzaine de pas, un projecteur lumineux s'allume et tu plisses les yeux. Tu te tiens sur une plateforme composée de 9 panneaux carrés et il y a un panier de basket à distance de lancer. Tu ne peux pas t'approcher davantage. Il y a un gouffre entre toi et le panier. Et à tes pieds se trouvent 5 ballons de basket. Un écran s'allume au-dessus du panier et indique 0 sur 3. Tu dois donc faire entrer 3 ballons dans le panier pour aller plus loin. Tu en attrapes un et le lances. Le ballon frappe l'arceau et rebondit, disparaissant dans l'obscurité. Puis un grondement métallique vient de derrière toi, et quand tu regardes autour de toi, tu vois que 3 des panneaux à l'arrière sont tombés dans le gouffre. Tu avales ta salive et prends le 2e ballon.
Tu le lances, bingo! Le ballon tombe directement dans le panier et le compteur passe à 1 sur 3. Le troisième ballon tombe aussi en plein dans le mille. Il ne t'en reste donc plus qu'un pour atteindre la pièce suivante. Confiant, tu lances le 4e ballon et tu rates complètement le panier. La deuxième rangée de panneaux derrière toi tombe dans l'abîme et il ne te reste plus qu'un ballon. Transpirant et tremblant, tu le lances. Il touche l'arceau et commence à rouler autour. Tu le vois comme au ralenti. Puis, il tombe à l'intérieur. Tu as réussi, le panier s'abaisse et d'autres panneaux s'élèvent devant toi, ouvrant la voie à la porte qui s'est ouverte de l'autre côté. Tu te diriges vers la dernière pièce. Une course d'obstacles t'y attend. Cette fois, la porte est grande ouverte. Mais un compte à rebours se lance et la porte se ferme lentement. Tu rassembles toute l'énergie qu'il te reste et tu traverses le parcours à toute vitesse. Tu avances sur des barres de singe, tu sautes de panneau en panneau, tu rampes dans un tunnel et tu escalades un mur. Tu ne sens plus tes bras et tes jambes, mais tu y arrives enfin. Tu glisses vers le bas et à droite vers la sortie. Tu te retrouves dans un sous-sol, vide, à l'exception d'une table avec une lampe et une enveloppe épaisse posée dessus. Tu ouvres l'enveloppe et trouves 10 000 € en liquide à l'intérieur, ainsi qu'une note écrite à la main. Elle dit « Merci d'avoir joué à mon petit jeu. Si jamais tu veux recommencer, appelle-moi. » Au moment où tu lis le dernier mot, la lumière s'éteint et tu n'entends qu'un sifflement avant de perdre conscience. Tu te réveilles dans ton lit et tu sursautes, regardant autour de toi, désorienté. Tout cela n'était-il qu'un rêve? Mais tu remarques alors une enveloppe sur ta table de chevet. L'argent est là et la note aussi. Et au verso de la note, il y a un numéro de téléphone. Tu frissonnes, mais tu la ranges dans le tiroir. Pour le moment. Tu l'attendais depuis si longtemps, et il est enfin là. Il semble être assez proche de chez toi, alors tu prends rapidement tes clés, te précipites vers ta voiture et t'engages sur l'autoroute. Un arc-en-ciel lumineux dans le ciel. Tu ne veux pas rater ta chance de trouver son extrémité et d'obtenir ton or bien mérité. Tu conduis aussi vite que possible et l'arc-en-ciel se dédouble. La route prend un virage serré, le bout de l'arc-en-ciel semble être à quelques minutes. Tu te rapproches, mais il commence à s'estomper. Et il disparaît. Tu arrêtes la voiture et regardes autour de toi pour chercher ta récompense. Mais rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Il est physiquement impossible d'atteindre le bout d'un arc-en-ciel, car ce n'est pas quelque chose de physique ou de tangible. Les arcs-en-ciel sont des illusions d'optique formées grâce au super pouvoir des gouttes de pluie qui fonctionnent comme de minuscules prismes. Les gouttes de pluie reflètent la lumière du soleil à la fois à l'intérieur et dans ta direction lorsque tu les regardes. Les différentes longueurs d'onde de la lumière se réfractent à des angles distincts. C'est pourquoi la lumière blanche que le soleil envoie ressemble à tout un tas de couleurs arrivant dans un certain ordre. Pour que cette illusion d'optique naturelle fonctionne, il faut toutefois des conditions météorologiques précises. De plus, tu dois te trouver à une certaine distance, exactement au bon angle de 42 degrés par rapport aux rayons du soleil, avec le soleil dans ton dos et la pluie devant toi. Lorsque tu te diriges vers l'arc-en-ciel, il reste toujours à la même distance de toi, donc tu ne pourras jamais l'atteindre. De plus, l'angle sous lequel tu le regardes change et l'arc-en-ciel semble donc rétrécir par rapport au paysage. Et quand tu arrives à l'endroit où la pluie tombe, l'arc-en-ciel s'efface devant toi. Il a besoin d'une épaisse colonne de pluie pour refléter suffisamment de lumière, alors tu le verras à nouveau de loin. Deux personnes ne peuvent jamais voir le même arc-en-ciel car elles auront des perspectives différentes, à moins qu'elles ne regardent toutes les deux une photo de celui-ci. Si tu demandes à ton ami de se tenir sous un arc-en-ciel, plus tu te rapproches de lui, plus l'arc-en-ciel s'éloignera de toi. Ton ami verra un arc-en-ciel différent de son point de vue, à une certaine distance et toujours à un angle de 42 degrés. La bonne nouvelle, c'est que cela signifie qu'il pourrait y avoir un nombre infini d'arc-en-ciel dans le ciel dans les bonnes conditions. Ainsi, tu pourrais bel et bien te trouver au bout d'un arc-en-ciel que tu ne vois pas, mais ton ami pourrait le prendre en photo de loin. Il n'est pas non plus physiquement possible de passer au-dessus d'un arc-en-ciel. Il pourrait apparaître sur le côté d'un avion ou en dessous dans les bonnes conditions et sous le bon angle. Mais les photos prises depuis le hublot d'un avion montrant clairement des arcs-en-ciel d'en haut sont le résultat d'une autre illusion d'optique, la biréfringence. Le plastique utilisé par le hublot a la propriété de diviser la lumière qui y pénètre en deux rayons distincts. Les rayons sont de couleurs différentes et se dispersent différemment. Lorsque la lumière sort du hublot, les deux rayons de lumière se croisent et créent l'effet de bande colorée.
Si tu utilises un filtre polarisant sur ton appareil photo, l'effet est encore plus évident. L'eau sous l'avion a aussi cet effet polarisant. Ainsi, cela ressemble à un arc-en-ciel, mais ce n'en est pas un. Une autre raison pour laquelle tu ne pourras jamais atteindre l'extrémité ou le bas d'un arc-en-ciel est qu'il n'a pas réellement une forme d'arc, même s'il y ressemble. C'est en fait un cercle complet. Tu ne peux pas voir le reste du cercle parce que lorsque tu es debout sur le sol, tu ne peux voir que la lumière réfléchie par les gouttes de pluie au-dessus de l'horizon. La moitié inférieure est cachée de ta vue. La seule façon de voir un arc-en-ciel circulaire complet est de sauter dans un avion ou de grimper sur une très haute montagne afin d'élargir ton champ de vision. Les arcs-en-ciel n'apparaissent pas seulement pendant la journée. Un arc-en-ciel qui apparaît la nuit s'appelle un arc-en-ciel lunaire. C'est le résultat de la lumière réfléchie par la Lune qui frappe les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Il a les mêmes couleurs, mais semble plus terne. La Lune n'émet aucune lumière par elle-même, et le clair de Lune est une lumière solaire réfléchie plus faiblement que celle du Soleil. C'est pourquoi un arc-en-ciel lunaire est officiellement un arc-en-ciel formé par la lumière du Soleil et l'eau. Tu peux en apercevoir un lorsque la Lune est pleine ou presque pleine, principalement dans les régions tropicales comme les Caraïbes et Hawaï. Là-bas, il y a souvent des averses tard dans la soirée. Les arcs de brume se forment lorsque la lumière est réfractée et réfléchie par le brouillard. Ils sont beaucoup plus faibles que les arcs-en-ciel ordinaires, car les gouttelettes d'eau du brouillard sont plus petites que les gouttes de pluie. Certains semblent même être principalement blancs, et quand tu en vois un dans les nuages, cela s'appelle un arc blanc. Si pour une raison quelconque, tu veux qu'un arc-en-ciel disparaisse de ta vue, il suffit d'enfiler une paire de lunettes polarisées. Tiens-les devant toi et tourne-les sur le côté. Et voilà, l'arc-en-ciel a disparu. Les arcs-en-ciel sont aussi polarisés, ce qui signifie que leurs ondes lumineuses vibrent dans une direction verticale, comme sur les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil sont conçues de cette façon pour que tu ne vois pas les reflets et l'éblouissement provenant des étendues d'eau ou d'autres surfaces planes. Lorsque tu tournes les lunettes de soleil sur le côté, tu les rends polarisées horizontalement. Maintenant, tu ne peux plus voir les objets polarisés verticalement, et l'arc-en-ciel disparaît donc comme par magie. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, un arc-en-ciel ne se limite pas aux 7 couleurs que tu as apprises à l'école. Ce sont juste les couleurs du spectre visible. Le rouge a la longueur d'onde la plus longue, et le violet la plus courte. D'autres couleurs comme le rose, le marron, le corail et plein d'autres sont aussi présentes dans l'arc-en-ciel, qui en compte jusqu'à 1 million. Les autres teintes sont tout simplement invisibles pour l'œil humain. Les arcs-en-ciel rouges monochromes peuvent généralement être vus au lever et au coucher du soleil, lorsque le soleil est à l'horizon. Les longueurs d'onde plus courtes des nuances bleues et violettes sont dispersées à ce moment-là, si bien que tu ne peux distinguer que la couleur rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 2 fois à l'intérieur des gouttelettes, tu peux voir un magnifique double arc-en-ciel. Le deuxième surplombe le principal plus lumineux, et ses couleurs sont inversées. Le violet est la première couleur de l'arc-en-ciel, et il se termine par un arc rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 3 fois, tu peux apercevoir un arc-en-ciel triple. Tu dois faire face au soleil pour le voir, car le soleil en est le centre. Il est donc assez difficile de le voir en regardant droit dans le soleil. Et les couleurs ne sont pas aussi vives. Un arc-en-ciel quadruple est encore plus difficile à détecter, mais ils existent aussi naturellement. Les arcs-en-ciel surnuméraires sont exceptionnellement rares dans la nature et ne se produisent que lorsqu'il y a une différence dans les trajectoires des rayons et la taille des gouttes de pluie. Les couleurs les plus vives qu'ils contiennent sont généralement le rouge et le vert. Des scientifiques ont détecté un arc-en-ciel d'ordre 200 en laboratoire. Tu pourrais avoir un arc-en-ciel parfaitement circulaire autour de toi. Si tu fais de l'alpinisme, lorsque le soleil est bas et derrière toi, et que tu montes assez haut pour qu'il y ait de la brume en dessous de toi, tu peux assister à l'effet optique du spectre de Brocken. C'est ta propre ombre dans la brume, mais beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. La silhouette est entourée d'un anneau de lumière semblable à un halo. C'est un phénomène optique connu sous le nom de gloire, qui se produit d'ailleurs aussi quand tu vois ton avion se projeter sur les nuages en dessous de toi depuis ton siège côté hublot. Certains arcs-en-ciel sont à l'envers et prennent alors le nom d'arc circumzénital. Ils se produisent lorsque la lumière du soleil se réfracte à un certain angle à travers des cristaux de glace horizontaux qui se forment dans des nuages spéciaux. Ils se produisent assez souvent tout au long de l'année, mais nous n'en voyons pas souvent car ils sont généralement cachés par les nuages en dessous. Si tu as vraiment de la chance, tu peux voir 2, 3 ou plus d'arc-en-ciel dans le ciel en même temps. C'est un phénomène différent d'un arc-en-ciel double ou triple, car il se dresse alors fièrement comme des arcs séparés entourant un arc-en-ciel plus brillant et plus coloré.
Les arcs-en-ciel se croisent parfois avec des tornades, si bien qu'ils n'annoncent pas toujours un ciel dégagé et un temps calme. Les taches de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel sur les côtés du soleil s'appellent des parélies. Elles sont similaires aux arcs-en-ciel, mais beaucoup plus fréquentes. Elles sont également formées par l'humidité qui filtre la lumière du soleil lorsqu'elle frappe des nuages de cristaux de glace. Les cristaux de glace deviennent des prismes. La plupart des parélies sont blanches, mais elles peuvent aussi être colorées, du rouge le plus proche du soleil au bleu à l'extérieur. Tu es assis dans la voiture, attendant que le feu passe au vert. La température est si élevée aujourd'hui qu'on dirait que la ville est sur le point de fondre. Tu regardes le feu de signalisation et tu remarques qu'il se déforme. Des gouttes s'en écoulent. Tu ne veux pas croire que cela se passe pour de vrai. Alors tu te frottes les yeux et tu découvres que ta bague en argent dégouline lentement le long de ton doigt. Tu cries de peur car tu t'attends à ce que le métal en fusion te brûle la peau, mais rien ne se passe. Le feu tricolore disparaît complètement. Tu veux appuyer sur l'accélérateur, mais il n'y a qu'une sorte de flaque sous tes pieds. La ceinture de sécurité se détache toute seule et la voiture s'affaisse lentement. Tu ouvres la porte et elle tombe. Tu sors de la voiture à toute vitesse et tu la regardes fondre lentement. Les roues, la carrosserie bleue, le moteur, tout se transforme en liquide. Seuls les pneus, les objets en plastique, les sièges, les tapis et les vitres restent intacts. Tu entends des cris derrière toi et tu vois que toutes les voitures autour de toi sont en train de fondre. Tu veux aussi prendre une vidéo, mais ton téléphone est devenu liquide lui aussi. Tu sors l'écran de verre restant et le boîtier en plastique. Tous les métaux autour de toi sont en train de se liquéfier. Les lampadaires et les arrêts de bus se transforment en une masse homogène. Soudain, c'est le silence total. Les klaxons des voitures, les sirènes, les gaz d'échappement et les rugissements des moteurs, tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Des rivières de métal liquide coulent dans les rues et tu es en plein milieu. Le courant de métal emporte les pneus et les autres éléments des voitures. Il renverse les gens. Puis, un bruit se fait entendre dans la ville. Les gens sortent en courant des centres commerciaux, des bibliothèques, des cafés, des maisons, des centres d'affaires. Des flaques se forment autour de toutes les maisons. Chaque bâtiment est équipé de structures métalliques, de barres d'armature et de raccords. Maintenant, tout fond et s'infiltre dans le béton. Les métaux fondent lentement, de sorte que les gens ont le temps d'évacuer la ville. Tous les bâtiments s'effondrent et soulèvent de la poussière dans l'air. Le système d'égout de la ville est en train de fondre lui aussi. De l'eau mélangée à du métal liquide se déverse dans les rues. Les gens nagent dans cette masse. Ils utilisent des centaines de milliers de pneus en caoutchouc en guise de bouée de sauvetage. Quelqu'un fait même du surf. Des pièces de monnaie liquide s'écoulent de ton portefeuille. Des centaines de distributeurs automatiques de billets dans la ville fondent. Des millions de billets de banque en papier se noient dans les flux de métal. Toutes les réserves d'or deviennent liquides et peignent la ville d'une couleur orangée. Des milliers de lettres flottent sur des boîtes à lettres en fusion. Tous les centres de données, ordinateurs et serveurs deviennent une partie de l'énorme flux de métal. Instantanément, toutes les informations numériques du monde disparaissent. Les téléviseurs, les consoles de jeux, les parcs d'attractions fondent. Les récepteurs radio, les téléphones, les fils électriques, les câbles et les connexions Internet disparaissent. Des millions de tonnes de métal remplissent la rue, puis se déversent dans les rivières et les océans. L'eau prend une teinte argentée foncée. Et un jour, les gens perdent toute leur technologie moderne et retournent à l'âge de pierre. Les rivières métalliques inondent les villes. Les gens se réfugient à la campagne. Les bicyclettes, les motos et autres moyens de transport ont disparu. Les habitants des villes sont privés d'électricité et de tout ce qui fonctionne avec. Il n'est pas sûr non plus de se trouver en pleine nature. Des métaux sont cachés dans les montagnes et sous terre. Maintenant, ils se transforment en liquide et provoquent des déformations dans le sol et la pierre. Certaines montagnes s'affaissent comme des tas de crème glacée en plein soleil. Les tremblements de terre font vibrer le sol partout dans le monde. L'activité sismique réveille les volcans. Ils projettent une énorme quantité de lave et couvrent le ciel de cendres. Le magma volcanique contient beaucoup de métaux en fusion. Mais il ne se solidifie pas. Des bassins de lave froide se forment autour des volcans. Les gens apprennent à vivre à nouveau dans de telles conditions. Ils construisent des maisons en plastique et en bois en utilisant des cordes et de la colle pour relier les matériaux. On peut maintenant facilement allumer un feu avec du bois et des pierres. Les gens brûlent du verre pour le rendre plus solide. Ils fabriquent des haches et d'autres outils en verre et en pierre très résistants. Mais ces objets se détériorent et se cassent rapidement. Tu apprends à construire des abris. Tu égouttes la terre et tu utilises des planches de bois pour soutenir les plafonds et les murs. La quasi-totalité de la population de la planète vit sous terre, car cela permet de se réchauffer en hiver. Mais il n'est pas possible de vivre ainsi pendant longtemps à cause des tremblements de terre fréquents.
Les charrettes en bois apparaissent à nouveau sur les routes. Les problèmes de récolte commencent. Les métaux s'infiltrent dans le sol, ce qui perturbe la croissance des cultures. De nombreuses personnes vivent près de l'océan. Lors des tremblements de terre, ils montent sur des radeaux en bois ou des bateaux gonflables et s'éloignent du rivage. Pour parcourir de longues distances, les gens volent en montgolfière. On peut même se rendre dans une ville voisine si le vent ne nous emporte pas au loin. Il est impossible d'envoyer une lettre dans un autre pays car il n'y a plus de chemin de fer. Les gens font de longs trajets à pied et vivent comme des nomades. On utilise des pigeons voyageurs pour communiquer avec des amis vivant dans la ville voisine. Il est difficile de se procurer de la nourriture et de vivre en hiver sans électricité, mais il y a de l'espoir. Les scientifiques privilégient à présent une théorie selon laquelle les métaux ont changé au niveau moléculaire. Les molécules se sont éloignées les unes des autres, ce qui a provoqué la fonte. Pour tout ramener ensemble, il faut rapprocher les molécules de métal les unes des autres. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir un courant électrique. Heureusement, il y en a suffisamment dans le ciel. Chaque jour, des éclairs jaillissent quelque part. Il suffit de les choper. Les scientifiques créent des récipients en plastique et les remplissent de métal liquide. Tous les récipients sont reliés par un fil de caoutchouc avec du cuivre fondu à l'intérieur. Le cuivre est l'un des métaux les plus conducteurs qui soient. Les gens placent des centaines de ces conteneurs dans un énorme champ. Les nuages s'accumulent, un fort orage commence. La foudre frappe le sol plusieurs fois et finit par toucher le conteneur. Elle traverse un fil de cuivre et distribue la charge à tous les autres réservoirs. Une réaction en chaîne commence. Lorsque l'orage se termine, les gens découvrent des conteneurs avec du métal solide. Ça a marché. Maintenant, on a quelques tonnes de métaux ordinaires. Les scientifiques envoient des pigeons voyageurs pour répandre la nouvelle. Rapidement, les gens du monde entier essayent d'attraper la foudre. Les métaux obtenus sont suffisants pour construire l'équipement minimal d'une centrale électrique. Les scientifiques utilisent l'électricité des centrales électriques pour transformer les métaux en puissants aimants. Le fer, le cuivre et l'aluminium liquide se sont infiltrés profondément dans le sol et dans l'océan. Pour les sortir de là, les gens construisent des stations d'extraction de métaux. D'abord, ils font un trou profond dans le sol, puis déposent un énorme aimant. Les métaux liquides traversent le sol et se collent à l'aimant. Les gens utilisent les matériaux extraits pour construire de nouvelles stations magnétiques. Ils les installent partout dans le monde. D'énormes aimants apparaissent dans les mers, les rivières et les océans. Les gens pompent tout ce métal liquide hors de l'eau et le rendent solide grâce à une charge électrique. Ensuite, ils créent des outils métalliques. Haches, scies, machinerie, enclumes, rayons et roues. Puis, ils fabriquent des armatures et des cadres métalliques pour les maisons. La vie s'améliore lentement. Les gens fabriquent des chaînes, des bicyclettes et reconstruisent des usines. Ils restaurent les chemins de fer et lancent les premiers trains. Une nouvelle ère industrielle est née. Le fer, le nickel et l'aluminium sont plus chers que l'or en raison de l'énorme demande dont ils font l'objet. De plus, la séparation du cuivre et de l'argent liquide et d'autres opérations de séparation des métaux constituent une tâche difficile. Cela augmente également leur prix. Lorsque les métaux solides deviennent abondants, leur prix commence à baisser. Auparavant, pour obtenir du fer, les gens creusaient des carrières et des mines profondes où ils extrayaient le minerai de fer. Maintenant, les métaux sont liquides et ils s'attirent grâce aux forces magnétiques. Tu peux planter un long aimant dans le sol de ton jardin et le lendemain, il sera recouvert de fer. L'exploitation facile des métaux accélère la croissance technologique. Désormais, plus besoin de fourneaux pour faire fondre l'acier ou l'argent. Tu les obtiens immédiatement sous forme liquide. Tu peux verser les métaux dans un bocal et les stocker pour toujours sous forme liquide. Et une charge électrique peut les rendre solides. Les premiers avions et navires apparaissent. L'exportation et l'importation internationale de marchandises sont entièrement restaurées. Mais ce que les gens ont restauré le plus rapidement, ce sont les lignes électriques et l'Internet. En un siècle, l'humanité a réussi à reconstruire complètement les technologies modernes perdues. Tu cours dans la jungle à travers des branches d'arbres et des lianes épaisses qui te bloquent le passage. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu as l'impression de ne pas contrôler tes mouvements. Tu vois un énorme rocher devant toi. Tu ne peux pas t'arrêter de courir, tu es sur le point de le percuter. Soudain, whoop, tu es dans les airs, planant à une vitesse incroyable. En dessous de toi, tu vois une vallée escarpée avec des rochers pointus et une rivière déchaînée. Tu retiens ta respiration en espérant que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais tu retombes sur le sol et continues à courir sans transpirer. Risquant un coup d'œil derrière toi, tu vois un groupe de drones high-tech qui te poursuivent. Devant toi, il y a une lumière vive. Et dès que tu l'as dépassée en courant, tout devient noir.
Tu te retrouves assis dans une pièce sombre, sans rien autour de toi, à essayer de résoudre une énigme difficile, presque impossible à comprendre. Tu n'as que quelques secondes pour deviner où quelque chose de grave va t'arriver. Il ne te reste que 5 secondes pour trouver. Tu lâches la première chose qui te vienne à l'esprit, mais ta langue fourche et tu dis quelque chose de complètement faux. L'expression de ton visage est celle de la peur. Tout devient noir. Tu grimpes sur une grande échelle, mais tu en as pas le contrôle. En dessous de toi se trouvent d'innombrables rangées de tuiles plates. Tu arrives enfin au sommet de l'échelle et tu attends de pouvoir bouger, mais tu n'y arrives pas. Peu importe les efforts que tu fais, c'est comme si tu étais cimenté sur place. Mais au bout de quelques instants, tu es capable de te déplacer de certaines tuiles et de progresser. Le seul problème, c'est que tu ne peux pas contrôler la distance que tu peux parcourir. Tu atterris face à un serpent géant plus long que 2 autobus de la tête à la queue. Son sifflement est terrifiant et ses crocs dégoulinent de venin. Heureusement, tu passes à côté de lui sans qu'il ne te remarque. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu atterris face à un autre serpent et celui-ci est encore plus gros que le précédent. Il ouvre sa grande gueule béante et déclenche un rugissement tonitruant. Ses écailles rouges te renvoient le reflet de ton visage terrifié. Le serpent t'engloutit et tu glisses dans le ventre de la bête. Et à travers le tunnel sombre, tu te retrouves soudain à l'endroit où tu as commencé. Il est impossible de bouger et tu dois repasser par des serpents et des échelles. Tu te promènes dans l'une de ces vieilles voitures de sport chic. C'est une belle journée à Londres. Tu passes par Trafalgar Square avant de prendre le train à la gare de King's Cross. Mais soudain, les choses se compliquent. Dès que tu atterris à Mayfair, tu regardes ton compte en banque et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tous tes comptes sont désormais à sec. Tu as tellement de factures à payer qu'il t'est impossible de régler le loyer. Tu paniques. Tu n'as pas d'autre choix que d'hypothéquer tes propriétés et comme si cela ne suffisait pas, tu dois vendre certaines de tes maisons et hôtels pour payer le loyer. Tout ce dur labeur s'est envolé en quelques secondes. Qu'en est-il d'un jeu de patience maîtrisé au prix d'années d'expérience ? Tu es debout au milieu d'un espace ouvert. Tu es collé à ta place et tu ne peux pas bouger. Les personnes qui t'entourent sont également collées à leur place. Soudain, quelqu'un se déplace de 2 places devant lui. Et tu réalises alors que tout le monde autour de toi a un mouvement spécifique. Certains se déplacent en diagonale, d'autres en avant ou latéralement. Certains peuvent se déplacer en L. Alors que tout le monde bouge, tu réalises que tu es le seul à pouvoir te déplacer latéralement, vers l'avant et même vers l'arrière. Et ce qui est cool, c'est que tes mouvements sont illimités. Mais il y a des menaces partout. Cachées, déguisées en placements innocents. Et avant de te rendre compte, tu es l'une des rares personnes encore debout. Tous les autres sont partis. Le soleil est couché et l'espace est encore plus ouvert qu'avant. Tu es maintenant l'un des principaux éléments de la victoire. Alors que tu continues, il y a de moins en moins de gens autour de toi. Mais venu de nulle part, tu es placé dans une position propice à la victoire. Et puis, échec et mat. Tu es anxieux et tu respires difficilement. Un crime a été commis dans la bibliothèque. Ou peut-être pas. Qui sait ? Mais tu es l'un des détectives présents sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout ce que tu sais, c'est que cela s'est passé à l'intérieur du manoir et tu dois découvrir qui a commis le crime, avec quelle arme et dans quelle pièce. La nuit ne fait que commencer, mais les indices sont dispersés un peu partout et il n'y a pas de temps à perdre. D'autres détectives tentent de résoudre l'affaire, mais tu dois être plus rapide. Tu enquêtes dans chaque passage et recoin pour essayer de trouver une explication. Tu regardes sous chaque lampe, entre les rideaux, dans chaque fissure de chaque mur, mais rien, zéro. Tu fais le tour de toutes les pièces, mais quelque chose t'intrigue dans la salle à manger. Tu as déjà regardé là-bas, mais tu n'as pas prêté attention aux détails. Et tu as peut-être trouvé le premier indice pour résoudre ce mystère. Après des recherches supplémentaires, tu sais que tu as trouvé l'objet utilisé pour le crime. Et en un rien de temps, tu as découvert où le coupable a agi. Tu organises une conférence de presse dès que tu es sûr de ta conclusion. Tout le monde attend de voir ce que tu as trouvé, et tu les épates avec ton analyse. Le coupable se trouvait dans la pièce pendant tout ce temps. Tu clôt l'affaire et décroches la promotion dont tu as toujours rêvé, mais il y a encore d'autres affaires à résoudre, qui sont tout aussi difficiles. Imagine-toi te réveiller et ne pas savoir comment parler. Tu commences ta journée en te brossant les dents et en t'habillant, mais dès que tu veux sortir de ton appartement, tu ne sembles pas pouvoir bouger. Comme si une barrière invisible te bloquait le passage. Tu regardes ta main et tu vois 7 lettres aléatoires mélangées. Un message apparaît indiquant que tu dois composer un mot pour pouvoir sortir. Alors tu essaies de trouver le mot le plus intelligent que tu puisses imaginer, mais bien sûr pas de tricherie. Tu peux oublier le dictionnaire. Après avoir tapé le mot, tu peux accéder à l'extérieur et continuer ta journée. Mais tu ne peux pas entrer dans ta voiture. Une autre barrière invisible te bloque.
Cette fois, tu regardes ta main et tu vois un autre ensemble aléatoire de 7 lettres. Et tu dois trouver un autre mot. Il est de plus en plus difficile de trouver une solution. Finalement, tu finis par pondre un mot médiocre, mais qui fait l'affaire. À la fin de ta journée, tu seras un expert en mots. Tu te réveilles dans une pièce sombre et humide. Il fait froid et de la mousse est éparpillée sur le sol pavé. En te levant, tu réalises que tu portes une armure médiévale. Tu es un magicien avec un chapeau pointu. Tu trouves une torche au loin pour éclairer la pièce, puis tu réalises que tu es dans un donjon. Il y a un brouillard au travers duquel tu ne peux pas voir au-delà de quelques mètres. Tu t'aventures jusqu'à ce que tu entendes une voix venue d'en haut qui te parle. Le jeu a commencé. Tu vas devoir sortir de ce donjon en évitant tous les obstacles sur ton chemin. Tu es doté de nombreux sorts pour t'aider. Mais attention, ta magie est limitée et tes ennemis sont nombreux. Voilà qui est effrayant. Tu regardes autour de toi et il n'y a personne d'autre. Tu as ton bâton de sorcier et tu t'enfonces dans le donjon. Soudain, tu croises une créature à un œil avec de la bave qui lui suinte de la tête. Elle a 8 tentacules et émet un grognement menaçant. Tu dois trouver comment passer la créature. Sorti de nulle part, tu vois tes sorts devant toi. Et grâce à une bonne sélection, tu sais quelle est la faiblesse de ce monstre. Tu lances un sort de foudre qui effraie la créature. Elle se réfugie dans les ténèbres et disparaît. Tu continues ton voyage au plus profond du sombre donjon et tu traverses un chemin jonché de lave et de pics acérés. Mais tout va bien, car tu as un bouclier magique qui te protège de tous les dangers qui t'entourent. Après avoir vaincu d'innombrables créatures, tu vois la lumière au bout du tunnel et tu arrives à sortir du donjon. Tu te retrouves dans une forêt enchantée avec des arbres luxuriants et une rivière mystique. De petites fées volent autour de toi, elles sont très amicales. Mais lorsque tu t'enfonces dans la forêt, tout commence à changer. Les arbres sont morts et le sol semble brûler. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, le dragon est tout près. Mais ce n'est pas grave, tu as atteint un niveau suffisant pour l'affronter. Tu arrives à l'entrée d'une grande grotte où le dragon est endormi. Mais avant que tu n'aies le temps de réagir, le dragon se réveille et s'envole dans les airs. Il crache du feu sur les arbres et sur le sol. Tu conjures quelques créatures pour t'aider et grâce à de nombreux sortilèges, tu arrives enfin à vaincre le dragon.